La genèse de ce talk, elle est issue de relations, de contacts, d'échanges qu'on a avec Cédric depuis 1 an et demi, où on a commencé à discuter recherche, à essayer de voir comment les activités qu'on avait dans l'équipe de fouille de données et les activités France Labs pouvaient éventuellement se rejoindre, comment on pouvait éventuellement considérer l'idée de créer des projets de recherche ensemble. Et donc, quand Cédric m'a contacté il y a 2 mois, plus que ça à peu près, en me disant tiens, ça serait bien si tu étais motivé pour faire une présentation à la soirée Data Science, pour donner un peu la vision académique de ce que c'est que le Data Science. Et il m'a dit, ça serait intéressant que, en tant que chercheur académique, tu dises que c'est pour toi le Data Scientist. Et donc là, j'étais un petit peu sec. Moi, je me voyais refaire des talks que j'avais fait par le passé, qui passaient très bien. Et puis, je me suis rendu compte en disant, oui, Cédric, volontiers, qu'est-ce que c'est que le data scientist? Et je me suis rendu compte que c'était exactement le même problème que ce qu'on avait eu avec le big data. C'est que c'est un gros buzzword, que tout le monde y met un peu tout ce qu'il veut dedans, et qu'on ne sait pas trop comment définir le data scientist. Du coup, j'ai fait une réaction de chercheur classique. Je suis allé chercher des publications, des livres, des articles récents. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, cette question de qu'est-ce que le data scientist, en fait, c'est une question internationale et très chaude, très hot, en particulier dans les grandes universités un peu partout dans le monde, parce que, en fait, le besoin de data scientist a explosé beaucoup plus vite que ce que toutes les formations universitaires ont été capables de produire et surtout de se mettre à jour. Et donc il y a depuis 2-3 ans une ébullition dans le monde universitaire international pour essayer de définir quelle serait une formation de data scientist, à quoi ça correspond, comment on peut s'adapter, comment on peut évoluer assez rapidement pour ne pas rater le coche et fournir et aider nos étudiants à avoir la formation qui va être utile pour la suite. Donc ça ne marche pas. OK. Et donc je suis reparti d'un titre de la Harvard Review qui disait en 2012, Harvard Business Review, qui disait en 2012, Data Scientist, le métier le plus sexy du monde du 21e siècle, le métier le plus sexy du 21e siècle. Et puis je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait dans cet article, et donc il disait exactement la même chose dès 2012 en disant ce domaine est en pleine explosion, on va manquer de data scientists, et donc ils annonçaient que les salaires des data scientists de très haut niveau équivaudraient aux salaires des traders actuels, mais qu'évidemment c'était principalement dû au fait qu'il y allait avoir un manque dans les ressources et les personnes bien formées pour répondre à ces questions. Et donc, à partir de cet article de 2012, j'ai pris ça comme point de départ et j'ai cherché tous les articles, tous les journaux, tous les bouquins qui avaient été rédigés sur le sujet. Et en particulier, une référence qui venait régulièrement et qui s'est vraiment focalisée dessus, c'est un petit article de 10 pages, hein, c'est pas très long. Mais en fait, c'est des chercheurs en data science qui ont appliqué les méthodes de data scientists, les méthodes de fouille de données, au domaine de data scientist. Ils ont rencontré 1 millier de personnes qui se réclamaient du domaine et ils les ont interrogées. Et ils ont essayé de faire émerger des échanges avec ces personnes-là, quelles étaient les compétences, quels étaient les domaines auxquels ils se sentaient être rattachés, quelles étaient les compétences qu'ils pensaient avoir, qu'ils souhaitaient avoir. Et ils ont essayé comme ça de définir un petit peu quel était le profil d'un data scientist. Et la première chose dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait, il n'y a pas un data scientist, on pouvait s'y attendre, et qu'en fait, il y avait plus ou moins 4 profils qui se démarquaient des différents échanges qu'ils avaient eus avec toutes ces personnes impliquées dans le monde de la fouille de données, du big data. Et donc, ils ont déterminé la première catégorie de personnes qui étaient les data business persons, les gens qui sont plutôt orientés vers les produits, vers le profit qui peut émerger de la fouille de données, de l'application des techniques de fouille de données au big data, mais qui ont un penchant technique certain.
Ils ont déterminé aussi la catégorie des data créatives, c'est-à-dire les personnes qui vont aller vers tout ce qui est visualisation, tout ce qui est formatage, rendre la sortie des algorithmes de fouille de données compréhensible à tout un chacun. Ils ont évidemment rencontré les data développeurs, donc ça c'est les personnes qui sont très proches du hardware, des architectures et de l'efficacité, qui sont capables de paralléliser à peu près n'importe quel algorithme. Et puis ils ont rencontré la communauté qui se réclamait, disons, data researchers, et c'était les personnes qui essayaient de concevoir les algorithmes du coup d'après. Et donc, à partir de cette classification, ils ont essayé, en interrogeant toujours ces personnes, de déterminer quelles étaient les compétences techniques dont ces personnes se réclamaient, et puis de faire une espèce de catégorisation en fonction des catégories qui avaient été extraites lors des échanges. Et donc, ils ont pu déterminer que, évidemment, les data business personnes étaient plus concernées par des compétences business, mais qu'elles avaient un bon niveau de compétences en machine learning, big data, qu'elles savaient faire des maths, et peut-être elles avaient très peu de compétences en programmation, mais qu'elles avaient aussi des bonnes compétences en statistique. Et donc, c'est pas très étonnant, on voit ici que les compétences mathématiques ont un impact non négligeable sur la capacité à être actif dans ce domaine. De la même façon, sur les data créatives, leurs compétences en business étaient bien plus faibles, évidemment, mais en revanche, sur le machine learning, la programmation et tous les domaines mathématiques, ils étaient tout à fait compétents. Les data développeurs étaient les plus compétents en programmation et de la même façon étaient compétents dans différents domaines, peut-être un petit peu moins en statistique. Et enfin, les data researchers, qui étaient compétents en business, relativement, plus qu'en programmation. Donc ça, c'était une étude qui a été faite aux États-Unis. Je pense qu'en France, si vous allez voir des chercheurs académiques, la compétence en business, ici, je pense qu'elle apparaît même pas. Et on sera probablement plus efficace en programmation que ce que représente ce schéma. Mais donc, ce que ça a permis à ces auteurs d'extraire de cette étude, ça a été de se rendre compte que les profils qui émergeaient des échanges avec les développeurs en question, c'était des profils T-shape, c'est-à-dire j'ai une compétence très forte dans un domaine et plus faible dans plusieurs autres domaines. En fait, les compétences, le T-shape ici, c'est la version grise idéale. Je suis vraiment très fort dans un domaine et puis j'ai une connaissance assez large, assez vaste dans plusieurs domaines, mais beaucoup moins forte. En fait, les profils étaient à peu près tous équilibrés avec le triangle vert ici. C'est-à-dire que les autres compétences que la plus forte compétence n'étaient pas si faibles que ça. C'était vraiment une forme en triangle. Et donc, ils sont partis du principe que les data scientists, c'est des scientifiques qui ont plutôt, des ingénieurs et des scientifiques qui ont plutôt une compétence en forme de T. Forme de T un peu triangulaire. Plus récemment, ça c'est un talk qui a été donné il y a moins d'un mois par un collègue de Madrid. Toujours cette question sur quelles sont les compétences, les skills nécessaires pour faire du data science. Eh bien, il en est arrivé un petit peu à la même conclusion. Ils n'ont pas déterminé 4 catégories de chercheurs en data science, d'ingénieurs, de personnes travaillant dans le domaine des data science. Ils en ont déterminé 5. Donc la première catégorie, c'est les experts du HPC, des architectures haute performance, de calcul haute performance et des infrastructures, en déterminant de la même façon par des échanges avec des personnes qui se réclamaient de cette catégorie, leur vocabulaire, leur domaine de compétences, etc. Et qu'est-ce qu'ils entendaient quand on leur parlait de big data. Ils ont déterminé une autre catégorie qui sont les experts de l'accès aux données et du stockage des données. Et de la même façon, ils ont déterminé leur vocabulaire, ils ont déterminé qu'est-ce qu'ils entendaient par le terme big data, qu'est-ce que ça représentait pour eux, et quelles étaient les compétences qui leur semblaient absolument nécessaires tous les jours. Ils ont évidemment trouvé des experts en machine learning, avec toujours le même processus de déterminer quels étaient les backgrounds,
les mots-clés, le vocabulaire. En fait, ils se sont rendus compte que chacun se plaçait dans une catégorie au fur et à mesure que les catégories émergeaient, de façon tout à fait cloisonnée. C'est-à-dire que les gens ne se sentaient pas experts en machine learning et experts en accès et stockage de données. Ils étaient vraiment, en voyant les catégories qui avaient émergé des interactions avec les personnes précédentes, les personnes qui avaient répondu au questionnaire, eh bien, en fait, ils choisissaient une de ces catégories-là. Ce qui tendrait à penser que, en fait, dans le domaine, les personnes se sentent plutôt restreintes à un domaine, restreintes à un champ d'expertise, plutôt que d'imaginer embrasser tout, ce qui est pas complètement aberrant. Et donc, ils ont déterminé ces 5 catégories d'experts en data science, ces 5 catégories de data scientists. Et donc, en interagissant avec eux sur les compétences techniques que ces personnes avaient, ils ont déterminé les 4 grandes tranches dans lesquelles ces catégories interviennent. Donc les infrastructures, la première espèce de data scientist qu'on a vu juste avant, l'accès, le stockage et l'exploitation des données, l'analyse de ces données avec les techniques de type machine learning, search, et puis la visualisation. Et la 5e catégorie qu'on a vue, les business consultants en data science, qui viennent expliquer qu'on peut avoir des choses fantastiques, la valeur ajoutée peut être très importante en data science, c'est une couche de sortie ici qui vient exploiter le travail de ces 4 couches-là, le formaliser et le rendre accessible. Et donc, ils ont développé comme ça une espèce d'arborescence, une espèce d'ontologie sur les compétences techniques que chacune de ces catégories de data scientists s'imaginait contrôler. Donc ça, c'est un petit peu le big data écosystème pour les data scientists qui ont été interviewés. En revanche, les universitaires qui travaillent un peu partout dans le monde ont considéré depuis 2-3 ans que l'ingénieur en T-shape, ce n'est pas une bonne réponse à la vague, à l'émergence, disons même à l'explosion du big data, et que la vraie réponse à ce nouveau domaine qui s'ouvre, à cette révolution du numérique, eh bien, ça va nécessiter plusieurs prises de conscience. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on manipule du Hadoop que l'on utilise Spark ou R et qu'on applique des algos de machine learning qu'on fait forcément du big data. C'est un peu comme quand je code en Java, quand je programme en Java, je ne fais pas forcément de la super programmation orientée objet. Ils se sont rendus compte aussi qu'en étant cloisonnés, ces experts qui se sentaient experts de data science, eh bien, ils avaient souvent du mal à avoir la compréhension globale de tout le process depuis l'infrastructure jusqu'à la sortie du process de fouille de données, d'analyse de données, à avoir une vision globale et une compréhension des résultats de leur contribution propre. Et donc, si on veut aller plus loin sur la formation de nos futurs ingénieurs, des futurs data scientists, il faut absolument former nos étudiants à avoir une vision un peu globale. Être expert dans une de ces couches-là, ce n'est pas un souci, mais il faut avoir une vision globale et une compréhension globale des résultats qui émergent d'un traitement depuis l'infrastructure jusqu'à la visualisation des données. Ils se sont rendus compte aussi, en discutant sur les différents problèmes rencontrés par chacun de ces data scientists, que aujourd'hui, le monde des data science est très cloisonné, qu'il y a énormément de solutions qui émergent, principalement de la part des grosses entreprises, qui développent beaucoup de solutions open source, mais qui sont beaucoup de solutions qui sont adaptées au business de l'entreprise en question. Et que ça morcelle la compétence, ça morcelle l'accès aux données et ça morcelle la capacité à mieux comprendre, à mieux appréhender le domaine de data science, à mieux appréhender où sont les problèmes intrinsèques, génériques, et pas le problème auquel je m'attaque dans le cadre de ce projet avec cette entreprise. Et donc, la conclusion qui s'imposait, c'est créer des équipes multidisciplinaires. Avoir les 4 ou 5 catégories dont on vient de parler,
qui travaillent dans la même équipe et qui sont capables de se parler, qui sont capables de se comprendre et qui attaquent un problème ensemble, plutôt que d'avoir des équipes cloisonnées. Du coup, en tant qu'universitaire, en tant que prof à Polytech, impliqué dans la création d'un Master Data Science à Sofia, avec d'autres collègues, on doit se poser la question de quel doit être le futur profil de ces étudiants-là, de ces ingénieurs, qu'est-ce qu'on doit leur apporter, sur quoi on doit insister. Et donc, les universitaires américains principalement, mais qui ont déjà commencé à aborder cette question depuis 2 ans, ils ont commencé à tracer des directions, à donner des pistes. Et donc, ici, je présente les 4 plus courantes qui sont citées dans différents travaux, mais qui en fait se rejoignent toutes. L'idée est que le data science, la science des données, c'est en fait une intersection de plusieurs sciences, et que donc si on veut produire, si on veut aider nos étudiants à devenir de bons data scientists, il va falloir leur donner des expertises dans différents domaines en parallèle, de façon à ce qu'ils aient au moins, comme je le disais juste avant, la compréhension de ce que vont faire les personnes expertes sur d'autres compétences dans leur équipe. En particulier, ils annonçaient que le profil T-Shaped qui était sorti de la première étude de 2012-2013 devrait être remplacé par P-Shaped, avec une compétence en stats et informatique, disons globalement en maths et informatique, qui doit venir renforcer la compétence propre de l'expert, que ce soit une expertise infrastructure, que ce soit une expertise de visualisation, etc. Ça veut dire que les conclusions qui sont issues des travaux de très nombreuses universités de par le monde insistent sur le fait qu'une compétence, même légère mais nécessaire en mathématiques, va permettre de renforcer les compétences de ces data scientists et de leur donner plus de force pour aborder les défis de demain dans le domaine. Récemment, c'est un rapport de décembre 2014, une équipe d'universitaires français pilotée par Serge Abitboul, qui est un peu une sommité dans notre domaine, a essayé justement de définir de la même façon quelles étaient les compétences nécessaires pour aider nos étudiants à devenir de bons data scientists. Et ils en arrivent à la même conclusion par des chemins différents, mais qu'il faut avoir des ingénieurs, des experts qui maîtrisent à la fois l'informatique, les statistiques et les mathématiques, et qui ont une bonne compétence de la connaissance métier, c'est-à-dire dans quel domaine ils vont appliquer ces compétences-là. Alors, une fois qu'on a dit ça, et je reprends ma casquette de chercheur académique, j'ai mis académique entre guillemets parce que dans ce domaine-là, il est clair que les chercheurs académiques n'ont pas le monopole de la recherche de pointe et que les industriels sont très actifs. Il suffit de taper Big Data API sur Google et vous allez voir la quantité de solutions open source qui sont proposées par Amazon, par Netflix, par LinkedIn, par HP, par SAP. Et donc on voit bien que les gros industriels du domaine, les grosses entreprises du domaine, contribuent considérablement à ce domaine-là, à ce domaine de recherche. Et du coup, quelle est la place, en tout cas quelle place moi personnellement je vois, je ne prétendrai pas que c'est le cas de tous mes collègues, mais quelle est la place que moi je vois dans le domaine des data science pour le chercheur académique? Où se passe la recherche dans le domaine académique? La recherche, elle se passe évidemment dans chacune de ces briques dont on a parlé juste avant, là où les industriels sont aussi très actifs. Mais la recherche, elle se passe beaucoup à l'interface entre les couches. Par exemple, pour prendre juste un exemple, l'analyse ici, ça peut être à la fois l'analyse de données non structurées, les signaux, les images, le texte, et des données structurées. Par exemple, des bases de connaissances, enfin des choses qui sont organisées dans une base relationnelle. Un exemple de recherche qui est très amont et qui va être plutôt abordé par des académiques parce que le risque est grand, que le chemin n'est pas tracé et que donc la garantie de résultat n'est pas du tout présente à court terme, n'est pas du tout visible à court terme, c'est le domaine médical. L'année dernière, j'étais dans un jury de thèse à Montpellier
où la doctorante travaillait sur la reconnaissance, la détection du cancer du foie. Les praticiens sont à peu près à 94 à 96% de bons diagnostics. Donc, ils ont mis en face les meilleurs algos de machine learning en disant on va voir qu'est-ce que ces algos-là arrivent à faire par rapport aux praticiens. Donc, le praticien 94-96, les meilleurs algos de machine learning, la doctorante a passé des mois dessus, 48%. Comment fonctionnaient les algorithmes? Ils passaient sur des bouts de l'image de foie à la recherche de zones qui correspondaient à des cancers. Donc ils ont réalisé que ce n'était pas très fair-play pour l'algorithme de comparer le praticien à une tâche où je ne vois qu'une partie de l'image. Et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont extrait les mêmes portions de l'image qui étaient soumises à l'algorithme et l'ont soumise au praticien. Et le praticien, il a réussi à 48%, 49%, comme l'algorithme, exactement pareil. Du coup, ils se sont dit, en fait, le praticien, il a la vision globale de l'image. Donc il ne voit pas seulement le bout d'image qu'on lui soumet pour savoir s'il y a une tumeur ou pas, il a une connaissance plus globale. Et donc, en discutant avec les praticiens et en intégrant cette connaissance de cette tâche-là qui ressemble à une tumeur, dans cette partie-là du foie, statistiquement, je sais que ça n'est pas une tumeur, c'est plutôt un artefact dans la queue du foie, hein, c'est quelque chose comme ça. Voilà, empiriquement. Et donc, sur la base de connaissances de praticiens, ils savaient que cette tâche-là, elle ne pouvait pas, vue toute seule, il y avait un doute, mais dans sa globalité, il n'y avait pas de doute. Et donc, en soumettant l'algorithme et le praticien à la même image globale et en déformant la méthode pour prendre la globalité de l'image en compte, le praticien était aux alentours de 80-85% et l'algorithme était à 78%, juste en dessous. Et donc, comment le praticien atteignait 94-96%? Si on rajoutait le dossier médical du patient ou de la patiente en question, eh bien là, il s'appuyait sur un certain nombre de connaissances, de compétences métiers, qui font que, si c'est une personne de tel âge, issue de telle origine, etc., alors cette tâche-là qui était suspicieuse juste avec l'image, ça n'allait plus. Mais créer un algorithme qui est capable d'appréhender à la fois des données de type image, des choses très bas niveau, très brutes, et des données connaissances, le dossier médical du patient, c'est des choses qui n'existent pas, on n'est pas sûr d'y arriver, et ça, c'est des choses qui vont intéresser un chercheur académique parce que il peut se permettre de passer 3 ans, 4 ans, 5 ans dessus. Le gain est énorme, mais comme la tâche est très risquée, il n'est pas sûr d'y arriver. Ce sera plutôt la recherche académique qui va s'attaquer à ça, en collaboration éventuellement avec des industriels, des praticiens, plutôt qu'un industriel. En l'occurrence, l'industriel qui était impliqué dans la thèse, il expliquait que ce n'était pas possible pour lui de partir sur un projet à 5 ans avec aucune garantie de réussite. Donc c'est juste une illustration, et puis pour faire le lien avec le talk de Pascal juste après, c'était juste une illustration pour dire que, pour moi, la recherche académique, elle se situe là. Quand le risque est trop grand pour que l'industriel y aille, et que moi, je peux perdre 3 ans, je suis payé avec nos impôts, donc je peux perdre 3 ans pour éventuellement ne pas réussir, mais si je réussis, c'est bénéfique pour tout le monde. De la même façon, M. Baudel de HP va présenter dans le 3e talk une stack SQL transactionnel sur Hadoop. Et donc on voit bien que l'industrie est très présente dans les activités de recherche, en tout cas de pousser les limites des méthodes actuelles. Et que, en fait, on est dans un domaine où et recherche académique et recherche industrielle sont très proches. Alors, suite à ce petit exemple, qu'est-ce que c'est que la recherche académique pour moi dans le domaine des data science, des big data? Ça va être de repousser les limites des méthodes existantes, même si c'est très risqué ou que ça peut être très difficile. Évidemment, de démontrer que les avancées que je fais sont théoriquement valables. Je vais y revenir juste après, et c'est un point qui est très important et qu'on essaye de faire passer à nos étudiants. Évidemment, il va falloir que je me compare aux méthodes des collègues chercheurs académiques d'un peu partout dans le monde. Si j'arrive avec une méthode sans avoir battu tous les autres sur des benchmarks, aujourd'hui dans ce domaine-là, je ne publie plus, ça ne sert plus à rien. Et puis en général, en plus de démontrer que théoriquement mon résultat est valable, c'est bien de rajouter quelques résultats plus que techniques, un petit peu calculatoires, qui vont montrer que la complexité et le passage à l'échelle de ma méthode, elle reste raisonnable par rapport aux problèmes auxquels je prétends m'attaquer. Et ça, c'est des contraintes
qui sont très présentes dans le domaine académique et qui ne sont pas toujours aussi présentes dans le domaine industriel. C'est-à-dire que si j'ai une méthode qui marche, et qui marche bien, et que j'ai éprouvé expérimentalement, en tant que chercheur académique, je ne peux pas m'en satisfaire. Je ne publierai rien si je n'ai pas validé que théoriquement ma méthode est robuste. Et donc pour illustrer ce propos, je voulais présenter deux méthodes pour montrer que d'abord on fait tous du machine learning en permanence et qu'en fait les méthodes que vous utilisez quand vous faites du machine learning, quand vous dites ça marche ou quand on se dit ça marche, en fait il y a des bonnes raisons mathématiques derrière pour que ça marche. Alors c'est pas très compliqué, vous allez voir, c'est presque la seule équation des slides. Comment j'évalue un algorithme de machine learning? Donc, je ne sais pas ce que vous connaissez, mais je vais dire boosting, support vector machine, random forest, réseau de neurones artificiels, neural networks, voilà, et j'en oublie plein d'autres. L'évaluation de la qualité de mon algorithme, elle va être sur l'erreur que commet mon algorithme sur les données d'apprentissage que j'ai, les données qui me servent à construire mon modèle. Donc j'ai un certain nombre de données pour lesquelles je connais le résultat. Ça va me permettre de construire un modèle et je vais évaluer l'erreur sur ce modèle-là. Évidemment, ce que j'aimerais avoir, c'est que l'erreur réelle que mon algorithme va produire dans la vraie vie, dans le monde, soit la plus petite possible. Mais ça, là, je ne peux pas l'évaluer. Par exemple, si je regarde un algorithme de détection de visage, de reconnaissance de visage, mais comme je ne peux pas apprendre tous les visages du monde, je vais me baser sur je vais me focaliser sur une petite base d'apprentissage, construire un modèle. Et puis ce que j'espère, c'est que l'erreur que je vais commettre sur cette base-là, elle va se propager de façon sympa. Elle va pas exploser quand je vais avoir des données que je n'ai jamais vues. Et donc c'est comme ça qu'on évalue un algorithme d'apprentissage artificiel. Ça va être en déterminant l'équation ici qui va me permettre de dire l'erreur que je commets sur la base d'apprentissage, l'erreur que je commets sur les données que j'ai, plus éventuellement des propriétés de l'algorithme, elles doivent être plus grandes que l'erreur que l'algorithme va produire dans la vraie vie. D'accord? Et donc je vais vous montrer que les algorithmes qu'on connaît, qu'on utilise tous les jours, ils ont ces bonnes propriétés. S'ils marchent, c'est parce qu'ils ont cette bonne propriété. Donc la première chose dont je vais parler, c'est le boosting. En fait, le boosting, on en fait tous. Quand vous utilisez votre appareil photo ou votre téléphone portable et que vous avez une détection de visage pour savoir que c'est le moment d'appuyer sur le bouton pour prendre la photo. Alors pour expliquer le principe des algorithmes de boosting, je vais partir d'un cas simple. On imagine que je veux parier pour des matchs de foot, je veux parier au pari sportif, je veux participer au pari sportif pour améliorer mon salaire, mon pauvre salaire de... Et donc, comment je vais pouvoir aller participer à des paris sportifs? Eh bien, je vais écouter la radio, la télé, lire les journaux pour avoir des informations, des règles de la part de parieurs experts, de professionnels des paris. Et donc, je vais écouter que tel parieur expert, il me dit que si Georges Ntep n'est pas blessé, alors l'équipe de France gagne. Si vous n'êtes pas foot, vous remplacez ça par n'importe quel sport, ça marche. Même les paris de course de chevaux ou ce que vous voulez. Évidemment, avec cette seule règle-là, ça ne suffit pas à gagner, sinon, chaque fois que Georges Ntep n'est pas blessé, je vais parier et puis ça y est, j'ai touché le pactole. En fait, cette règle, elle est valable, mais que pour un certain nombre de cas. Donc, je retourne voir mes experts et j'essaye d'avoir un certain nombre d'autres règles. Et donc, je vais dire, bon, dans ce cas-là, Ntep n'était pas blessé, mais l'équipe de France a perdu. Ah oui, mais Ntep n'était pas blessé, mais si Varane et Sakho, qui jouent en défense ensemble, s'entendent bien, alors l'équipe de France gagne. Alors, je repars avec ma petite règle, et puis j'essaie de l'appliquer sur le match suivant. Et puis ainsi de suite. Je vais comme ça collecter un certain nombre de règles. Chaque fois que j'ai toutes mes règles qui sont vérifiées et puis que ça ne marche pas, je retourne voir mes parieurs en disant, bon là, dans ce cas-là, ce que vous m'avez donné ne marche pas, comment je peux arriver à gagner finalement? Eh bien ça, c'est le principe du boosting. Le principe du boosting, ça va être un algorithme qui va considérer un certain nombre de règles faibles, des règles qui sont souvent valides, mais pas tout le temps, et qui va construire une règle plus forte en les combinant. C'est ça le principe du boosting. Donc, je vais demander un certain nombre d'heuristiques à des experts, des parieurs professionnels. Je vais collecter les cas
dans lesquelles ces règles ne fonctionnent pas, pour de nouveau retourner voir les experts, chercher d'autres règles, et ainsi de suite, jusqu'à avoir un ensemble de règles suffisant, en tout cas autant que je puisse en avoir, pour les combiner, et ainsi avoir une règle forte, une règle qui a de bonnes propriétés, qui me donne le bon pari à faire pour le match suivant. Donc, les parieurs dont je viens de parler, on va appeler ça des classifieurs faibles. C'est des choses qui classifient les données en gagné-perdu, mais pas efficacement, faiblement. Donc, comment je vais choisir les matchs de foot sur lesquels je vais aller demander des règles? Je vais me focaliser sur les matchs les plus durs, ceux pour lesquels les règles que j'avais jusqu'ici ne sont pas efficaces. Et puis, comment je vais faire pour décider à la fin, quand j'ai toutes mes règles collectées au fur et à mesure? Je vais faire un vote à la majorité. Je vais demander à chacune des règles, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu. À la fin, je somme les gagnés et les perdus, et puis je prends la majorité. Bien, cet algorithme-là, c'est l'algorithme de boosting, qui a été produit dans les labos de recherche au cours des années 90, et puis qui est resté complètement dans l'oubli. Donc, c'est Shapir en particulier, un matheux américain, qui a produit l'algorithme en démontrant la convergence, en montrant que tout ça fonctionnait bien, mais personne ne l'utilisait. Alors, personne ne l'utilisait parce que l'idée ici sur les matchs de foot et sur les paris sportifs, elle était très sympa, mais pour arriver à converger, il fallait avoir beaucoup d'exemples. Donc, ils ont travaillé sur leur méthode, toujours dans leur labo de Matappli. Ils ont dit, OK, plutôt que de chercher à chaque fois les cas difficiles, ce qui n'est pas toujours évident à trouver, il faut attendre que ça ne marche pas pour avoir une meilleure règle. Eh bien, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais garder tous les exemples que je possède, tous les matchs qui se sont passés, au fur et à mesure qui m'ont permis de demander de nouvelles règles, et je vais tous les considérer à chaque fois, à chaque étape de décision, plutôt que de me focaliser que sur les nouveaux matchs difficiles, je vais tous les regarder, et ce que je vais faire, c'est que je vais juste augmenter l'importance dans ma décision finale des matchs difficiles et réduire l'importance des matchs faciles. Et donc, on arrive à l'algorithme de boosting, qui est, je pars d'un ensemble d'apprentissage, des matchs de foot pour lesquels j'ai un certain nombre de caractéristiques. Est-ce que Diaby est blessé ou Ntep est blessé ou pas? Est-ce que Pogba est content? Est-ce que Varane, etc. Donc on peut imaginer un tableau binaire, oui/non à chaque fois. Ça, c'est mes entrées, et à l'avec, j'ai l'étiquette match gagné, match perdu. Et donc, sur la base de cet algorithme-là, je vais à chaque fois renforcer le poids sur lesquels les règles ne sont pas bonnes, chercher de nouvelles règles, et ainsi de suite, et puis réduire le poids, l'importance des matchs pour lesquels les règles sont bonnes, pour avoir une décision finale qui soit forte. La décision finale, elle est faite comment? En votant gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, sur chacune des règles, et ça me dote ma décision finale. Ok, tout ça, c'était un petit peu, peut-être, indigeste après une journée de boulot, 18 heures, mais l'intérêt de cette méthode-là, c'est que je sais montrer qu'elle converge. Je sais montrer que l'erreur réelle que va faire ma décision finale en collectant toutes ces règles et en les combinant, eh bien, elle a une erreur sur mon ensemble d'apprentissage qui tend vers zéro au fur et à mesure que je ramène des règles. Donc l'erreur ici, plus je mets des règles, plus l'erreur est faible. Donc j'ai un espoir que ça converge. J'ai un espoir que l'erreur réelle soit nulle. Si ce n'est qu'ici, j'ai un terme qui vient un tout petit peu contrebalancer tout ça, qui me dit, chaque fois que je rajoute des itérations, donc chaque fois que je fais descendre ça en rajoutant des règles, ici j'ai un terme, le terme t ici, qui devient grand. Donc ça veut dire que plus je rajoute de règles, plus l'erreur ici va vers zéro, mais plus ce terme-là devient grand. Oui, mais le t ici, il est sur petit m, qui est le nombre d'exemples d'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus je rajoute des règles, plus mon erreur sur mon ensemble d'apprentissage devient faible. Moins je me trompe sur mon ensemble d'apprentissage, sur les matchs pour lesquels je connais le résultat. Mais plus je rajoute d'exemples, plus je vais rajouter de matchs, plus ce terme-là va être petit. Et donc l'algorithme de boosting que je viens de vous donner, si je rajoute des matchs, des matchs, des matchs, des matchs, des matchs, et que je récupère des règles à chaque fois, je suis garanti de converger, évidemment, éventuellement à l'infini, vers une erreur réelle qui est nulle. Et donc je suis sûr de gagner mes paris sportifs. Donc, la raison pour laquelle le boosting a eu du succès, c'est que ça marche. Et ça marche pourquoi? Parce que l'erreur réelle de mon algorithme, elle tend vers zéro.
plus je rajoute de données, plus ça réduit l'erreur. Elle a été appliquée à la détection de visage, et c'est exactement ce qui est implémenté dans vos appareils photo et vos téléphones portables pour détecter le visage. Le principe étant que je vais avoir une fenêtre qui va parcourir mon image et qui va chercher les visages. Et à chaque position de la fenêtre, qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer des motifs d'images. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails pour arriver à aller jusqu'au bout. Mais donc ici, je vais calculer des valeurs de pixels, des valeurs de mon image. Et mes décideurs faibles, ça va être juste des seuils sur ces valeurs-là. Donc ce motif-là, sur mon image, ça va me donner une valeur. Si je suis plus petit que moins 29, si la valeur qui est rendue par ça est plus petite que moins 29, c'est un visage. On voit que ici, ce n'est pas le cas. Moins 30, c'est le petit chien qui est en bas. Qu'à cela ne tienne, je vais chercher une autre règle qui va chercher avec un autre seuil, qui va me dire si ce motif-là, c'est plus petit que 26, alors c'est un visage, etc., etc. Et ça, c'est ce qui est implémenté dans vos appareils photo et de vos téléphones portables. C'est ça qui est mis dans l'entrée du boosting, et c'est ce que l'algorithme va combiner pour décider, il y a un visage, pas un visage, je peux prendre la photo. Le petit carré qui apparaît, c'est la combinaison de ces décisions-là. Alors, comme on l'a vu juste avant, il faut avoir énormément d'exemples d'apprentissage pour que ça fonctionne bien, pour que l'erreur tende vers zéro. En l'occurrence, dans la version initiale de l'algorithme qui a été développé par Microsoft et qui a été implémenté dans les premiers appareils photo, il y avait 5000 images de visage, toutes bien cadrées, et 300 millions d'images de non-visage, qui ont été des petits patchs découpés dans des images dans lesquelles il n'y avait pas de visage. Donc là, vous voyez que récupérer 300 millions d'images sans visage, ça coûte cher, ou alors il faut recruter un stagiaire, lui expliquer qu'il va faire énormément avancer la science et qu'il faut qu'il annote visage, pas visage. Donc ça a un prix, mais Microsoft l'a payé et ils ont développé l'algorithme qui est implémenté dans nos appareils photo et qui fonctionne. Alors, j'avais prévu de faire un deuxième algorithme qui fonctionne très bien, mais du coup, je vais glisser dessus et je vais aller juste à l'idée de base. Les arbres de décision, c'est des algorithmes de classification, d'analyse de données qui sont très appréciés, en particulier dans le domaine médical, parce que je peux tirer des règles de l'analyse de mes données. Je peux décider que si la température est au-dessus de 37 et j'ai la gorge irritée, alors il faut prendre un médicament. Sinon, si la température est en dessous de 37, mais que j'ai, je ne sais pas, mal à l'oreille, alors je fais telle chose, etc. Donc c'est des algorithmes dont la décision est lisible. Le seul défaut des algorithmes par arbre de décision, c'est qu'ils ne convergent pas. Je n'ai pas de résultat mathématique qui me dit je suis sûr d'arriver à un résultat dont l'erreur est nulle à la fin. Qu'à cela ne tienne, on a créé les random forests. Et là, j'ai une équation de convergence, j'ai un résultat mathématique qui me dit que plus je rajoute d'arbres dans ma forêt, et si chaque arbre avec les précédents n'est pas corrélé, c'est-à-dire qu'il traite de nouvelles données, de nouveaux résultats, alors mon erreur réelle que va produire ma forêt sur la vraie vie, pas sur les exemples d'apprentissage qui me servent à le construire, eh bien elle tend vers zéro, elle est réduite. Et donc j'ai des bons comportements pour arriver à construire une random forest sur mes données, une forêt aléatoire d'arbres de décision, qui converge, qui me donne une erreur minimale. C'est ce que je cherche en général quand je fais un algorithme d'apprentissage. Et la success story, ce n'était pas les appareils photo, là c'est la Kinect, à nouveau produit par Microsoft pour décider en quelques millisecondes dans quelle position 3D vous êtes à partir du capteur de la Kinect. Alors j'aurais pu parler des supports vector machine que probablement certains d'entre vous utilisent. De la même façon, j'ai une équation d'erreur qui me permet à la fois de garantir que cet algorithme converge et surtout de bien maîtriser dans quel contexte l'utiliser. Comment bien l'utiliser? J'aurais pu parler aussi de réseaux de neurones artificiels et de deep learning. Et donc, sur la dernière slide, quel est le message à faire passer à nos futurs étudiants, aux futures personnes qui vont essayer de devenir data scientists? Eh bien, les messages que, en tout cas, moi, j'aimerais leur faire passer, c'est qu'avant d'appliquer un quelconque algorithme d'apprentissage artificiel, d'apprentissage automatique, il faut d'abord aller voir les mathématiques qu'il y a derrière et voir si je l'utilise dans les bonnes conditions.
Parce que c'est facile de prendre un algorithme, de l'appliquer, puis de se dire « ah ben non, ça ne marche pas ». Des fois, ça ne marche pas, juste parce qu'on n'est pas dans les conditions initiales de bon fonctionnement. Évidemment, quand je vais étendre une méthode existante, et ça c'est mon quotidien dans mon labo de recherche, quand je pars d'une méthode qui existe et puis que je la déforme, que je l'adapte, dans le cas médical pour prendre des données structurées et non structurées en compte, après il faut que je vérifie, que je valide que la méthode elle est toujours mathématiquement fiable. Sinon, j'ai aucune garantie que l'algorithme converge. C'est pas la peine que j'aille le vendre à Pascal, il va me traiter d'escroc si j'ai pas une garantie que l'algorithme est efficace sur ces données. Ça serait bien de démontrer au moins un petit peu de complexité ou de passage à l'échelle pour être sûr que quand il va passer de 10 patients à 10 000 patients, ben, je ne vais pas passer de 1 jour à 10 ans de calcul. Et puis, ben, ça serait bien que nos futurs étudiants, on arrive à leur faire passer un peu plus de connaissances globales sur cette chaîne qui a donc été définie, créée, extraite, exhibée par les collègues qui se sont penchés sur le domaine depuis 3 ans, et d'arriver à la fois à leur donner une compréhension d'architecture, d'infrastructure, des accès du stockage, de l'analyse de données, de la visualisation, éventuellement avec une expertise, une spécialisation dans une des couches. Il faut qu'ils aient une compréhension plus globale de cet écosystème pour arriver à être de bons data scientists.